Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo, pour la première vidéo de la saison, vidéo d'après-match. Donc pour ceux qui découvrent ces vidéos-là, puisqu'ils ont dû arriver entre-temps, les vidéos d'après-match sont des vidéos où d'une part je parle de la compo de départ, je note les prestations des joueurs, les notes c'est bien sûr subjectif, on peut ne pas être d'accord avec moi, n'hésite pas dans les commentaires à nuancer, etc. On est tout doux dans les commentaires, ça sert à rien d'attaquer ni d'être vindicatif, c'est un avis, c'est un ressenti, et donc j'analyse ensuite le match, je fais un débrief du match avec une analyse qui est personnelle, je le dis tout le temps, parce que c'est un peu compliqué des fois, avec certains qui pensent que je suis, comment dire, le grand Manitou qui a toujours raison. Non, on peut ne pas être d'accord avec moi. Et puis, après, on fait la projection, etc. Alors, projection à la première journée, on va en faire 0 de projection. On va surtout essayer d'espérer que jeudi, on se qualifie, ou on fasse un très bon match face au Pana, j'y serai. Et puis, on espère au moins faire 2-0 pour être tranquille au retour, même si c'est toujours compliqué. Mais voilà un peu le fonctionnement de ces vidéos pour ceux qui vont découvrir le corpus principal de la chaîne, c'est-à-dire les analyses de match et donc les après-matchs de cette saison de Ligue 1. Bien sûr, on fait la Coupe de France, on fait les matchs européens, on espère qu'il y en aura plein. Et puis, peut-être l'équipe de France que j'ai démarré à l'Euro, peut-être un petit peu. Mais j'en sais rien, je vais voir si j'ai le temps, parce que ça prend pas mal de temps. Après, quand c'est l'équipe de France, il n'y a rien, en fait. C'est la trêve internationale. Donc, j'aurai sûrement le temps d'en faire. Donc, peut-être, je vais commencer à faire un petit peu de suivi de l'équipe de France, mais bon, je suis en réflexion, je sais pas, je verrai bien. Moi, ça me plaît de le faire. Après, je sais que les gens, des fois, sont pas forcément dans ce mood-là. C'est parti, donc on va commencer donc par le 11 de départ, avec Brice Samba dans les buts. Le trio légendaire, Grady, Danso, Medina, en sachant que Danso est très proche d'une sortie. De toute façon, il a un bon de sortie. Je pense que ça va se régler autour de 25-30 millions d'euros à l'Atalanta Bergame. Moi, je le vois bien chez les Bergamasques, clairement. Maintenant, il a toujours voulu l'APL, mais le problème, c'est que le club n'est pas non plus, dans une politique d'attente. Il faut que ça dégraisse et que ça vende et que ça rentre. Mais en tout cas, le trio légendaire n'existera plus. Il y aura un nouveau trio. Je ne sais pas comment je les appellerai, parce que je donne toujours des petits noms aux étages de l'équipe, aux lignes de l'équipe, vous verrez. Mais en tout cas, voilà. À droite, bien sûr, Aguilar, parce que Frankowski est un peu juste, mais je pense qu'aussi il est sur le départ, parce que c'est quand même bizarre la manière dont il est géré par Frankowski, où il y a une blessure, mais je pense que de toute façon, il avait un bon de sortie aussi. On serait pas surpris qu'il s'en aille aussi, Frankowski. Et puis à gauche, Chavez, logique, puisque Machado a fait la Copa et qu'il est en train de revenir. J'y reviendrai un peu dans le débrief du 11. On va pas tout faire en même temps, sinon on s'en sortira pas. Un milieu de terrain défensif composé de Mendy et de Thomasson, et puis en numéro 10, Sugini, derrière un duo d'attaquants, Sotoka, Wesley Saïd. Alors qu'est-ce que je pense de ce 11 de départ? Pour moi, c'est un 11 de départ pré-fin de mercato. Sincèrement, je pense que ce 11 de départ va évoluer fortement. Je pense qu'il faut pas le prendre en compte comme étant le 11 type de cette équipe. Je pense sincèrement que El Ainaoui Diouf vont reprendre les rênes, qu'il y aura un attaquant supplémentaire. Est-ce que Sotoka sera titulaire à chaque match? J'ai du mal à le croire, sincèrement. J'ai du mal à croire qu'un mec comme Enzola, qui a recruté 10 millions d'euros, va bouffer le banc, à moins qu'il soit mauvais, bien sûr, parce qu'on n'a aucune garantie, mais pour moi, il vient pour jouer en tant que titulaire. Ça a circulé dans plusieurs articles de journaux. La volonté de style, c'est de concurrencer Sotoka et de le voir en joueur de banc et en pilier du vestiaire, plutôt qu'en joueur véritablement, on va dire, impactant du 11 type. Wesley Saïd, c'est très bon techniquement, mais moi j'ai toujours des doutes, je suis dubitatif par rapport au fait que ça soit un titulaire en puissance. Maintenant, il va peut-être faire une bonne saison à 15 buts, on n'en sait rien, mais en tout cas, il l'a bien démarré. Mais pour moi, il faut un autre attaquant. Eliwayi est parti, tu peux pas faire la guerre avec 3 attaquants, c'est pas possible. Tu peux pas viser le top 7, top 8. Moi, je me cadre à la dernière conférence de presse de Will Steele, a clairement parlé top 8, top 7, tenter d'aller jouer l'Europe.
tu peux pas tenter d'aller jouer l'Europe avec Wesley Saïd, Sotoka, Enzola et puis Rémi Labo-Lascari, c'est trop faible, c'est trop faiblard. Et surtout avec un 10, avec un pool de 10 aussi faible, avec Fulgini et des PDC qui pour moi sont pas au niveau pour avoir ce genre d'ambition, surtout quand tu joues avec un milieu de terrain un milieu de terrain offensif derrière les deux attaquants. Je pense qu'il faut en recruter un pour avoir un milieu de terrain offensif plus fort que ça. Voilà, donc ce 11-là est un 11 de pré-fin de recrutement. Voilà, il va fortement évoluer. C'est un 11 qu'on va sûrement revoir face à Opana. Peut-être que Diouf sera titulaire. On sait pas trop, mais en tout cas, voilà, tu fais pas la saison avec ce 11-là. Enfin, pas aux ambitions du club. C'est impossible. Voilà. Peut-être je me trompe, hein. Mais pour moi, à 90%, tu fais pas top 7 avec cette équipe-là, ce 11-là. Voilà. Donc, il va encore falloir recruter et surtout dégraisser. Alors, pour info, d'en dessous, c'est plutôt l'Atalanta Bergame que l'APL. Parce que l'APL se bouge pas de trou pour lui non plus. Pourtant, c'était son désir. Hein. Il avait clairement exprimé, je vous l'avais dit à plusieurs reprises, à son entourage sportif qu'il allait en PL, sauf que y a personne qui met les sous-sous pour le recruter. Bergame pousse depuis plus d'un an, 2 ans maintenant pour que le recruter. Ça va tourner entre 25 et 30 millions d'euros. Sincèrement, c'est vrai que prix PL c'est pas cher parce que pour moi en PL il part à 35 millions, mais en prix italien, ouais si c'est son prix, 30 millions. Je pense que ça serait pas dégueu. Voilà, 30 millions avec 2-3 de bonus, pourquoi pas. Ça serait une grosse vente. Ça serait une grosse perte aussi, clairement. Même si Kuzanov, j'ai totale confiance en lui. Voilà, je pense qu'il n'y a pas que lui qui part, parce que vu qu'Aguilar est en concurrence et titulaire, moi j'ai quand même pas l'impression que Frankowski est fortement blessé, je pense qu'il est fortement géré. Alors bien sûr, il y a l'Euro, ce qui veut aussi dire qu'il a peut-être eu mal avec l'Euro, mais parce qu'il fait 2 grosses saisons de chez nous, même 3, Frankowski, 2 ou 3. Il est arrivé quand lui? Ça fait 3 ans qu'il est là. Ça fait 2 ou 3 saisons, je ne sais plus. Bref, il est très suivi en Allemagne, il a un bon de sortie, donc pour moi aussi peut-être qu'il est géré pour partir. Ça me semblerait pas. Je serais pas étonné d'un départ. Voilà, au tenter, là on est lundi. Je sais pas, j'ai pas vu d'infos circuler, mais je serais pas étonné de voir Danso et Frankowski partir. Dans les joueurs. Après, bien sûr, Mendy, Thomasson, Fulgini sont des joueurs qui sont mis sur la liste. Bien sûr, Abdul Samed et Spearings, eux, ont été écartés volontairement. Ça a été dit par Will Steele. Donc, eux vont partir d'une manière ou d'une autre. En sachant que Abdul Samed a des touches à Montpellier, sauf que Montpellier ont pas de thunes. J'espère qu'on va pas accepter un prêt avec une prise en charge partielle du salaire, c'est de la merde. Parce qu'au final, on dépense quand même des sous pour un joueur qui est plus chez nous et qui de toute façon n'apporte plus rien. Moi, je rêverais d'un truc à la con avec Chotard, c'est-à-dire Chotard 4 millions plus Abdul Samed ou 7 millions plus Abdul Samed. Moi, je signe tout de suite. Hein. Tu perds Samed, tu récupères Chotard. Même le petit Fayad, qui est pas mauvais du tout d'ailleurs, mais je pense que ça serait le meilleur. C'est tu te débarrasses de Samed, tu mets un peu de thunes et tu récupères un milieu de terrain beaucoup plus intéressant, style Fayad ou Chotard. Moi, je signe dès demain. Spearing, ça va être plus compliqué, mais enfin, il finira par avoir des touches. C'est pas non plus un peintre. Je pense qu'il se plaît pas du tout en Artois et moi, j'ai trouvé que sa prépa, c'était plutôt pas mal, mais son entrée face à Leverkusen, c'est catastrophique. Sincèrement, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui vont évoluer dans ce 11 de départ. Donc je me dis qu'il faut pas forcément considérer que ce 11 est un 11 de l'avenir. C'est un 11 au tenté, quoi. Voilà. Comme les 11 de prépa, hein, de toute façon. Malheureusement, c'est con, c'est qu'on n'a pas vu le 11 quasi type. Ça fait 2 saisons qu'on n'a pas vu le 11 type sur les 2 gros matchs. J'espère que l'année prochaine, le mercato sera beaucoup plus précoce pour pouvoir avoir presque un 11 type face aux 2 gros matchs, parce que je pense que ça va devenir une espèce de routine d'avoir 2 gros matchs à Bollaert pour faire rentrer un peu de tutune.
pour le club. Mais sincèrement, c'est compliqué quand même. Du coup, on est un peu en phase de préparation encore, quoi. On est en rodage mini, en prépa presque. Donc voilà un petit peu mon ressenti sur ce 11. Après, ça veut pas dire que c'est un mauvais 11, ça veut juste dire que ce 11 n'aura plus d'existence dans quelques semaines, ça c'est sûr. On va commencer par les notations avec le 8 pour Brice Samba qui fait un très bon match. Brice Samba, il a fait 3 parades, je crois, dans le match. Il a été décisif. Si tu fais un 0, c'est aussi parce que Brice Samba est dans les buts. Les relances ont été de très bonne qualité, que ça soit les relances sur les côtés, vraiment avec cette capacité de faire des petites relances piquées pour l'ailier, pour le piston, mais aussi ces relances très puissantes, rasantes, un peu à la reprise de volée de gardien sud-américain pour lancer les mecs dans la profondeur, sauf qu'on n'avait aucun mec capable de prendre la profondeur. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce match et Brice Samba doit rester, je l'espère en tout cas, pour rester le gardien principal de cette équipe. Il y a trop d'importance dans le poste de gardien à Lens pour que Brice Samba s'en aille, ou alors il faut recruter aussi fort parce que malheureusement tu fais pas top 8 avec un gardien type Kofi ou bah Petric, c'est vieux quand même, hein, c'est pas je doute pas de ses capacités, mais c'est quand même il est là pour faire gars du vestiaire, il jouera presque jamais, mais voilà, moi je pense qu'avec Brice Samba tu peux être serein parce que si derrière tu craques un peu, lui il est capable de sauver des buts et de maintenir un score, et ça a été le cas face à Angers. Même note pour Kevin Danso qui soigne sa sortie. S'il s'en va suite à ce match-là, on verra bien dans les jours à venir. Moi là, au moment où je fais la vidéo, il y a rien, il y a pas d'infos par rapport à Kevin Danso. En tout cas, il a été taille patron, hein, parce que Sheriff là, il est très 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 bon. Je vais pas dire son prénom parce que j'ai peur de l'écorcher, mais ce numéro 11 Angevin va être une surprise. J'aime beaucoup de joueurs, techniquement très intéressants, très puissant, très rapide. Il a quand même posé pas mal de difficultés, en tout cas au côté droit lensois, j'y reviendrai. Mais Kevin Danso, il a quand même bien pocket le gaillard sur des accélérations, il a récupéré le ballon, c'est costaud, c'est très très costaud et très impressionnant. Ça va être une sacrée perte hein, pour l'équipe, même si Kouzanov, je l'ai déjà dit, pour moi, je pense qu'il peut faire l'affaire. En tout cas, voilà, Kouzanov, il peut aussi concurrencer Gradic, je vais y revenir après. Mais en tout cas, chapeau bas, merci Kevin Danso pour les travaux. Ça a été un des meilleurs joueurs de ces 2-3 dernières années. La puissance venue d'Autriche va nous manquer, mais après c'est le football, et quand t'es un club tremplin, quand t'as plus trop de thunes, il faut savoir vendre ses meilleurs éléments et puis se reposer sur une cellule de recrutement et une direction de recrutement de haut niveau. Malheureusement, on l'a pas eu sur les 2 dernières années depuis que Gisolfi est parti. Totale confiance aujourd'hui à Diego Lopez pour essayer de modifier les choses. Quand je vois ce que fait Massara à Rennes, je trouve que les recrues ont pas été monstrueusement payées, et pourtant ça claque, et le match de Rennes a été très intéressant. La rentrée de Meister qui vient d'un championnat de deuxième zone puisque c'est un championnat nordique, bah ça claque. Donc je pense que voilà, un bon directeur du recrutement est capable d'aller faire ce type de joueur-là, d'aller chercher ce joueur-là, ce joueur à stats, ce joueur capable de les mettre au fond, et qui n'est pas une énorme star du championnat. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai hâte de voir un peu la patte Diego Lopez sur ce mercato, même si on a vu Oger Diran, par exemple, qui est sorti de nulle part. Ça, c'est du Diego Lopez. Si Dibané, c'était un joueur qui avait été repéré d'avant. Donc je pense que voilà, c'est pas lui, mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Enzola, c'est pareil, je pense que c'est Diego Lopez. Donc on va suivre un petit peu la patte Diego Lopez dans le recrutement. J'ai mis la même note à Medina, qui fait un match pour moi de très bonne facture dans l'aspect défensif, mais même s'il met toujours ses petites coups de salope à la Medina, mais ça, c'est dans son jeu, dans la propension à être là dans les phases de transition rapide, la propension à monter ballon au pied, à porter un surnombre, à jouer avec son latéral quand il a pu, mais il a essayé de le faire un petit peu plus quand même que Grady. Il est hyper complet. Lui, c'est l'âme de l'équipe. Clairement, pour moi, c'est lui le vrai capitaine de l'équipe, c'est lui l'âme de l'équipe, c'est lui l'âme du club. Moi, je le dis sincèrement, il représente toutes les valeurs qui sont pour moi celles du Racing Club de Lens. L'envie d'aller de l'avant,
l'abnégation, l'envie de tout casser, l'envie de charbonner, la technique, le beau jeu, les beaux gestes, la détermination, tout ça pour moi c'est le Racing Club de Lens et il en est un fier étendard et lui c'est vrai que quand il va partir ça va faire mal mais il partira pas pour un petit salaire parce que un petit prix parce que c'est énorme ce qu'il fait depuis 3 ans, 4 ans, extraordinaire. Moins extraordinaire, bah, c'est le match de Grady, moi j'ai mis 5, alors bien sûr ça va faire sauter certains, mais moi je trouve que ça a été un des moins bons des 3. Moi je le trouve très en difficulté, même pendant la prépa j'ai pas trouvé que c'était tété, quand j'ai vu le match à Leicester, je trouve qu'il a une espèce de coup de fatigue là depuis quelques semaines, quelques mois, je pense qu'il va falloir le gérer. Parce que Grady n'est même plus capable de faire ses perceuses, il n'en a pas fait une du match, je pense qu'il se sent pas de les faire, il n'a pas le physique pour aller les faire, il a surtout pas le physique pour revenir, et je pense que faire une rota avec Sarr et Kouzanov lui fera que du bien, en sachant que Kouzanov peut jouer au centre et à droite, et que Sarr peut jouer au centre et à gauche. Je pense sincèrement qu'il va falloir faire une rota pour essayer de garder au chaud un peu Grady, et qu'il se refasse la cerise au niveau mental et physique, parce que moi je le trouve très en deçà, et il a très peu combiné avec Aguilar d'ailleurs. Aguilar a pas mal de fois compensé un peu les errements défensifs de Grady quand il était un peu dépassé par l'ailier là, qui a été plutôt bon aussi, je sais plus son nom, enfin bref. Belkaïd, je sais pas, enfin bref. Je suis désolé, hein, j'ai horreur d'écorcher les noms, donc bref, l'ailier, milieu de terrain offensif qui se mettait un peu sur le côté là, et il a été en difficulté. Aguilar a dû le seconder une paire de fois, alors que Medina n'avait pas forcément besoin de Chavez. C'est là où on voit la différence, et j'ai trouvé que le match était assez moyen. Voilà. En parlant d'Aguilar, je mets la note de 7 à Aguilar, je trouve qu'il fait un bon match, une passe décisive, certes, mais des interventions défensives de bonne facture, et un apport offensif malgré le manque de combinaison. Même avec Sotoka, j'ai trouvé que c'était compliqué. La seule fois où Sotoka a réussi à le mettre en position de centrer, il y a eu but, mais ça s'est pas toujours passé comme ça, voire même très peu, et pourtant il a su dégager les choses, et je trouve qu'il a corrigé ce problème de centre. C'est-à-dire qu'il a centré vraiment en première intention, ce qu'il faisait très peu la saison dernière, et ce que je lui reprochais, parce que dès qu'il centrait en première intention, il y avait but, ou il y avait action très dangereuse, et là il l'a fait tout de suite et il y a eu but. Donc première passe D au premier match, ben c'est bien, tant mieux, et puis j'aime beaucoup Aguilar. Moi je le mets devant Frankowski, même si Frankowski a beaucoup aidé le club. Moi je trouve que Frankowski il est quand même moins complet qu'Aguilar. Voilà, c'est mon avis, hein. Après chacun voit ce qu'il veut, mais voilà, moi je trouve que Frankowski a du mal dans la régularité. Moi j'ai trouvé Aguilar assez régulier la saison dernière, pas toujours titulaire, mais quand il l'a été, il a fait le boulot, et en plus en défense centrale, il est intéressant. Donc c'est un mec quand même assez complet, hein. Et on l'a acheté 3 millions d'euros. 3 millions de putain d'euros. C'est le braquage depuis 3 ans. Aguilar, pour moi, il vaut largement plus que ça. Des fois, on fait des braquages. Mais même à Monaco, hein, j'en parle avec des supporters pas trop cons de Monaco. Ils me disent qu'ils regrettent Aguilar parce qu'il pourrait apporter sa vista, son expérience à Monaco, et que c'est une grosse perte et qu'on a fait un sacré coup. Donc voilà, moi je pense sincèrement que c'est le cas aussi. De l'autre côté, j'ai mis la note de 5 à Chavez. Alors, c'est un 5 c'est pas un 5 dur, c'est un 5 quand même assez objectif. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelques errements défensifs dont il faut faire assez attention. Les passes ratées en arrière, le contrôle dans la surface. Alors là, j'ai fait une sueur froide. J'ai dit, mais what? Ben, faut pas faire ça, gars. Tu fais pas un contrôle porte-manteau dos à ta surface de réparation. Enfin, je veux dire, ou alors tu dégages tout de suite en corner, mais c'est what the fuck, c'est hyper dangereux. D'ailleurs, il y a une occasion un peu dangereuse. Par contre, la qualité de centre, elle est là. Elle est bien meilleure que la saison dernière. Moi, je trouve, en tout cas. J'ai trouvé que les centres étaient bons. D'ailleurs, le superbe centre du gauche sur la tête de Sotoka, sincèrement, c'était magnifique. Et c'est un joueur qui a besoin de s'exprimer un peu dans la profondeur et d'être lancé. Il l'a été très peu, mais pour moi, c'est prometteur. C'est pas un 5 un peu critique. Il a des failles qu'il va falloir qu'il corrige. Maintenant, Machado, Chavez à gauche, je pense que c'est la paire de pistons la meilleure qu'on ait eue à gauche depuis le début du retour de Lens en Ligue 1. On n'avait jamais eu derrière Machado quelqu'un capable de le concurrencer et surtout d'apporter un aussi bien, voire peut-être plus tard un mieux. On n'a pas eu. On a eu Frankowski qui a plutôt performé 6 mois, puis après ils ont tous su défendre sur lui. Il a jamais pu rien donner à gauche. Bourra, il a jamais rien fait, il était pas au niveau, et puis après on n'a jamais eu.
Donc là, Medina Chavez dans le sens là hiérarchique, bah ça a de la gueule. Voilà. Mais j'ai trouvé quand même le match moyen, j'attends mieux. Mais en plus, il fait une bonne prépa de Chavez. Donc voilà. Après, vous me trouvez peut-être dur, mais je peux pas mettre c'est correct parce qu'il fait des erreurs quand même assez dangereuses. Donc il va falloir qu'il gomme ça pour que les matchs soient de meilleure tenue. Mais en tout cas, pour moi, c'est prometteur. Ça à suivre. Ça à suivre. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 6 à Thomasson. Je peux pas non plus canarder Thomasson à chaque match. Moi, je trouve que la partie est correcte. Il a fait le boulot. Après, clairement, il est pas fait pour ce poste. Manque de punch. La qualité des passes, attention. Par contre, sur l'avant-dernière passe sur le but, c'est nickel, c'est ce qu'il fallait faire. Il est mieux un cran plus haut, mais c'est pas un milieu de terrain offensif. Tu peux le mettre sur un côté plus haut. Je dis une connerie dans un 4-5-1 par exemple, où tu joues avec trois milieux de terrain derrière l'attaquant. Il est sur un côté, ça peut le faire. Voilà, dans un 4-5-1, ok, il est milieu de terrain droite. Voilà, là il est plus haut, ça peut le faire. Mais en milieu de terrain offensif derrière les deux attaquants, c'est trop léger techniquement. Et moi je trouve qu'il n'est pas à son aise à ce poste-là, même si certains l'aiment bien. Moi je trouve que c'est trop juste. Il a pas cet impact box-to-box, il a pas la vitesse, il a une caravane au cul. Il est pas le seul, hein. Mais c'est pareil juste. Maintenant, il fait un match correct, il a perdu très peu de ballons, c'est rare. Et voilà, il a été décisif, donc il se bat comme un chien, techniquement il est capable de s'en sortir, mais c'est quand même assez limité sur sur la longueur. Donc voilà, moi je suis pas convaincu, je suis assez dubitatif pour sa présence en titulaire à ce poste-là. J'ai mis la note de 4 à Nampalis Mendy, qui était plutôt Nampalas Mendy, selon le commentateur. D'ailleurs, je pense que c'était plutôt Nampalas que Nampalis. N'importe quoi, le commentateur. Enfin, bref. Après, c'était sa première, mais bon. Enfin, Radio Oxygène, il va falloir qu'il recrute des meilleurs gars à l'antenne, hein, parce que, oui, on a dit des conneries. Mais après, bon. Il faut toujours une première fois. Mais Nampalis Mendy, ouais, ça a été compliqué. Il a eu du mal à, puis alors dire que, je sais plus qui arrive en 2019, je sais plus de qui parler, mais c'est, enfin bref, n'importe quoi. Enfin, il a eu des mauvaises infos, le gaillard, il était pas trop, il a pas bien boosté son avant-match. Bah, de toute façon, il y en avait quasi pas d'avant-match, puisque l'écran il s'allumait 2 secondes avant le début du match, donc il n'y avait pas d'avant-match. Donc voilà, lui, et puis la speakeuse qui était un peu, la meuf au micro qui était un peu du père, mais bon, faut le temps que ça se lance, mais ça me paraît moins folichon que Prime Video, hein, pour être franc, petit aparté. Amazon Prime, ça faisait quand même un peu plus sérieux que ça. Là, je trouve que ça patauge un peu. Puis cette manie de tutoyer tout le monde, l'espèce de concept, on est au café pour regarder le match. Enfin, moi, j'attends des commentateurs un peu plus de respect quand t'as un consultant comme Patrick Vieira. Enfin, je sais pas, je sais pas, je suis de la vieille école peut-être, mais tu vous vois Patrick Vieira ou j'aurais du mal à. Voilà, Amazon, t'avais Thierry Henry, vous voyez Thierry, et Thierry il disait tu quand il parlait d'une action, mais il disait pas. Ou lui il pouvait tutoyer un commentateur, mais il y avait quand même un vouvoiement de l'autre côté. D'ailleurs même les commentateurs ex Amazon, ils font du tutoiement, mais tu sens que c'est un peu forcé. Hein. Enfin, bref, mais il y a du boulot. Bon, comme Nampalis Mendy qui a du boulot. En revenant à Nampalis Mendy, assez fantomatique. Moi, j'ai trouvé qu'il n'avait pas servi à grand-chose dans le match. Il a fait une meilleure prépa que ce match-là. Moi, je trouve que c'est quand même assez compliqué parce que, pour moi, c'est un bon milieu de terrain défensif, mais pas dans un double pivot. Parce que le problème, c'est que Nampalis Mendy, il se projette très peu ballon au pied, d'ailleurs comme Thomasson. Et moi, j'ai trouvé qu'il avait été extrêmement neutre, voire même invisible à certains moments. Et c'est un match, c'est un match insuffisant. Mais c'est pareil. Dès qu'El Ainaoui va revenir, il va sauter comme un popcorn. D'ailleurs, il va peut-être sauter comme un popcorn parce qu'il va partir. Mais c'est un peu compliqué quand même. Moi, je trouve que ça n'a pas été le match de sa vie. C'est pas la prestation du siècle de Nampalis Mendy. J'ai mis la même note à Fulgini. Bah, moi, j'ai trouvé ça insuffisant. Moi, je suis désolé, mais je suis dubitatif. Moi, j'ai trouvé que Fulgini, c'était quand même assez compliqué. Les corners, c'était pas retiré super bien. Je trouve que techniquement, il fait des beaux gestes, mais physiquement, il saute à chaque duel.
On a besoin d'un numéro 10 quand même qui est capable de tenir le choc parce que t'es en Ligue 1. En Ligue 1, c'est pas un championnat où t'as le temps de contrôler et de passer tripoter 4 fois le ballon comme en Espagne où c'est pas très rugueux. La Ligue 1, c'est rugueux, faut des milieux de terrain offensifs capables de résister au choc, un peu pas des dragsters, mais des dragsters dans le sens où tu résistes au choc, quoi, pour pouvoir te mettre en position. Le milieu de terrain offensif René, là, pas haut de garde, mais bref, je sais pas comment il s'appelle, là, bah, j'ai trouvé que c'était ça, quoi. C'est un milieu de terrain, un numéro 10 costaud, capable de résister au choc et d'être élégant avec le ballon et technique. C'est pas ça, Fujini, et ça matche pas parce que il va se faire découper à chaque match et voilà, il va réussir à un moment donné à faire le geste technique et à prendre de la vitesse. Mais encore une fois, c'est un milieu de terrain offensif qui est adapté au jeu où t'as pas le ballon. C'est-à-dire que à Angers, bah, il était dans une équipe qui subissait et qui travaillait qu'en transition rapide où il avait de l'espace. Mais là, c'est pas le cas. À Lens, il faut travailler quand même, il faut construire. Et les équipes, ils nous attendent. C'est différent et je trouve que là-dessus, il n'est pas adapté à ce jeu-là. Il faut un milieu de terrain plus combatif, plus dans le combat, plus dans l'envie de créer quelque chose que quelqu'un qui est plus dans une espèce de transition. Il est techniquement bon, mais pour moi, dans le physique, il y a une carence, quoi, clairement. Donc c'est pas suffisant. Sotoka, j'ai mis la note de 5, il est à l'origine du but, mais à part ça, j'ai trouvé quand même que c'était moyen, plus que moyen même. Moi je suis pas aussi convaincu par Sotoka en attaquant, je l'étais pas plus en milieu de terrain, même si je trouve qu'il est plus à son aise, un peu plus reculé, parce qu'il a un rôle un peu plus hybride. Là il a un rôle hybride, mais le problème c'est ça en fait, c'est que quand il est là-bas au fond du machin, au milieu du terrain, il y a plus que Saïd devant, et en deuxième mi-temps, ça a été criant, il a fait un travail un peu de long, mais c'est pas à lui de le faire. Et il s'est retrouvé à être trop loin, et il a une belle tête sur le poteau, parce que ça reste quand même un joueur offensif capable de marquer, mais il a plus cette grinta du but qu'il a eu en début de carrière chez nous, et il a clairement pas le niveau pour aller être un buteur, quoi. Et moi, je trouve que c'était quand même assez moyen, la presta, et j'ai pas l'impression qu'il va tenir le choc si on recrute un attaquant qui plante des buts. Et Enzo là, je suis pas certain qu'il résiste au niveau de la titularisation, même si il a une espèce d'aura au club. Moi, je suis très admiratif de ce qu'il fait parce que c'est un mec qui a un parcours hyper atypique. Mais je suis désolé, sur ce match-là, il a été clairement pas à la hauteur. Voilà, il a fait trop peu de gestes décisifs. Il en a fait un, il y a but. Mais il y a pas de but. Bah, j'aurais mis une plus mauvaise note à Sotoka parce que je trouve qu'il a été assez transparent en deuxième. D'ailleurs, il sort en toute fin de match. Mais ça, le problème, c'est que pourquoi Steele fait ça? Parce que c'est le seul attaquant qui défend. Donc c'est vrai que du coup, c'est celui que tu sors le plus longtemps possible, parce qu'il est en capacité de savoir défendre, tacler, récupérer des ballons, se battre. Mais le problème, c'est que les 80 minutes avant, il faut un attaquant capable de mettre des buts. Voilà. Alors après, il y a une tête sur le poteau, hein. J'ai pas dit non plus qu'il avait fait 0. Mais à part ça, c'était pas tété, quoi. Wesley Saïd, je vais peut-être étonner, j'ai mis la note de 6. Match correct. Alors, je m'entends déjà les hurlements, il met un superbe but. C'est pas un problème. L'enchaînement, il est d'une froideur et d'une justesse topissime. Mais après, faut analyser le match, quoi. Faut analyser le match. Tu peux pas dire Eli Wahi, il a marqué un but, mais il a fait un match de merde, et dire Wesley Saïd, c'est une star du foot. Il a marqué un très joli but, mais je suis désolé. La prestation d'ensemble sur 90 minutes, c'est pas ça, quoi. Il a pas pesé en deuxième mi-temps, il a été fantomatique, il a pas pesé du tout. Il a une caravane au cul. Alors j'ai pris une flopée de shitstorm sur les réseaux parce que juste avant qu'il marque, je dis il a une caravane au cul. Dommage, mais c'est un fait. Il aurait dû marquer 2 buts. S'il avait un peu plus de vitesse, de prise de profondeur, ce qu'il n'a pas, il aurait marqué un doublé. Il aurait même pu marquer un doublé d'ailleurs sur la deuxième occasion où il frappe sur le poteau. Mais il a 2 occasions et son apport footballistique a pas été monstrueux. Je trouve que c'est un match correct parce qu'il a été décisif et que il est capable d'être clinique devant le but. Et ça, c'est une de ses
comment dire, une de ses qualités prégnantes, c'est que c'est un excellent finisseur, sincèrement. Mais j'ai trouvé que le match était pas mirobolant non plus. Et moi, je suis désolé, mais dans des matchs plus difficiles, il va être fantomatique. Et il a une caravane au cul. Et ça, malheureusement, c'est pas parce que il a marqué un but que ça enlève qu'il a une caravane au cul. Dans l'action, n'importe quel attaquant avec un peu plus de profondeur, il est sur le ballon parce que la passe, elle est super bien faite. Donc voilà, moi je suis assez mitigé. Je trouve que au final, il a été décisif, qu'il a un sens du but très sympa, qu'il a une très très bonne technique. Après, j'ai vu, enfin, j'en ai discuté, mais j'ai vu des gars mettre des photos avec Ronaldo, machin. Enfin, ouais, ok, mais il faut y aller doucement quand même. À son prime, à 100% de son physique, ça approche Wissam Ben Yedder. Ouais, enfin, ouais, doucement. On parle de Wissam Ben Yedder, là. Je pense clairement qu'à 100% de son physique, il court pas dans la même cour. Maintenant, à 100% de son physique, il joue pas à Lens, c'est sûr. Il joue dans une équipe du top 5. Je dis pas le contraire. Mais on est loin d'un Wissam Ben Yedder. Parce que ce que fait Wissam Ben Yedder, c'est autre chose que ce que fait Wesley Saïd. Wesley Saïd, il est capable de mettre des jolis buts en slalomant. Wissam Ben Yedder, il est capable de frapper de l'extérieur de la surface, capable de prendre un peu de profondeur, capable de jouer adroitement, à droite, à gauche, etc. C'est un joueur hyper complet. C'est pas le cas de Wesley Saïd. Donc voilà, Wesley Saïd à 100%, c'est un très bon attaquant qui ne serait pas à Lens. Il aurait une carrière bien différente, on est d'accord. Mais après, il serait jamais international français comme l'a été Wissam Ben Yedder. Bon, moi, j'en suis persuadé. Mais, en tout cas, il fait une prépa intéressante et il marque dès la première, dès l'entrée de la saison. C'est plutôt bien. Et voilà, mais le match, pour moi, je le mets correct. Je mets pas plus. Les remplaçants, j'ai mis la note de 5 à Rémi Labolascari. Bah, c'est assez moyen. Bon, après, attention, hein, première en Ligue 1, il y a la dimension affective, émotionnelle qui peut, comment dire, qui peut ternir la prestation. Moi, j'ai trouvé ça assez brouillon. Il a pas réussi à, comment dire, à créer des différences. Maintenant, il fait une prépa plutôt complète où il a été plutôt bon. Maintenant, il va falloir qu'il digère ce passage de niveau et qu'il soit performant quand on appelle à lui. Là, j'ai trouvé que la prestation était quand même moyenne, mais voilà, c'est une première prestation. Je vois déjà, j'ai vu des tweets, j'ai des doutes sur Rémi Labolascari. On va y aller doucement. Moi, je parle même pas de ça. Je suis dubitatif sur des profils qu'on a vus depuis un moment. Rémi Labolascari, on est dans la découverte. La prestation est moyenne, mais j'ai beaucoup aimé la prépa, donc je suis dans l'attente. Je vais voir. Je vais pas aller plus loin, des doutes, non. Pas être des doutes, on verra dans 1 mois et demi, quand il aura enchaîné les entrées, on pourra parler de doute ou pas, mais là, pour l'instant, rien du tout. J'ai mis la même note à Machado. Alors Machado, il est cramax. Hein. Clairement, physiquement, c'était compliqué. Moi, j'ai trouvé qu'il avait un manque criant de physique. Il va falloir être extrêmement vigilant avec Machado, qui nous a fait une semi-saison blanche, qui nous a quand même coûté 3 ou 4 places. Parce que je suis sûr qu'avec un Machado à 90%, 80-90%, t'étais pas 7ème. Voilà, clairement. Il a manqué totalement à l'équipe. Et il va falloir y aller doucement parce que il revient de blessure. Il y a eu du temps à s'en remettre. C'est une blessure qui a été longue, très compliquée pour lui. Et derrière, il enchaîne la Copa. Donc je pense qu'il va falloir le faire souffler, le gaillard, le faire rentrer 10, 15 minutes, 20 minutes. Et le remettre... bien d'aplomb et compter sur Chavez que d'aller cramer ce gars-là qui, même si je dis une connerie, il met 2 mois pour s'en remettre, un mec comme ça, sur 3/4 de la saison à 100%, il peut que te faire basculer du bon côté. Donc il va falloir être très prudent avec lui, parce que cette prestation-là, c'est la prestation d'un gars qui est éclaté physiquement. DPDC, bon, j'ai mis la note de 4, hein. Moi je trouve que c'est insuffisant, je n'ai pas trouvé qu'il avait pesé... Il a pas cette faculté-là en sortie de banc d'être un comment dire, un améliorateur, quoi. Il a pas, j'ai trouvé que son entrée, elle était neutre, voire terne. J'aime pas l'anglicisme, j'essaye toujours de trouver des mots, c'est pas du patriotisme à 2 balles, mais j'aime pas trop faire des anglicismes, après c'est mon éducation, mais c'est pas un game changer, quoi. J'aime pas faire des anglicismes.
Mais voilà, il n'y a pas de plus-value dans son entrée. Il n'y a pas de retournement de situation. Moi, j'ai trouvé ça insuffisant et je reste dubitatif sur ce duo-là, Fujini des PDC. C'est très compliqué en numéro 10. Hein. Moi, limite, je préférerais même voir Elainaoui ou Diouf à ce poste-là, hein, clairement. Hein. Mais là, j'ai pas, voilà, c'est vachement neutre. Puis les corners ont été hyper mal tirés, d'ailleurs. Même quand c'est Machado qui les a tirés, c'était pas Tété non plus. Donc, voilà. Mais... il a fait 2-3 accélérations, mais ça a pas fait boum, quoi. Il n'y a pas eu, tiens, des PDC, il est rentré, bordel. Par contre, il y en a un, ouais, on l'a vu qu'il est rentré. C'est Andy Diouf. Lui, il est rentré, bordel. Clairement. Il est rentré, et moi, j'ai trouvé ça très bon. Alors, j'ai mis 7 parce que c'était bon. Il a perdu 2 ou 3 ballons dans l'histoire, mais alors, l'impact qu'il a mis, il a récupéré au moins 6 ou 7 ballons, j'ai compté. Et des accélérations, il apporte quelque chose, Andy. Hein. Clairement, il apporte quelque chose. Il apporte ce box-to-box. Et moi, je pense qu'il peut faire une très bonne saison. Mais lui, il a apporté une plus-value dans sa rentrée. Moi, je trouve qu'il fait une bonne rentrée, Andy. C'est très important pour lui. Et c'est plutôt encourageant et plutôt positif pour la suite. Clairement. Moi, j'ai beaucoup aimé. Machado, Rémi Labolascari, DPDC, Andy Diouf et bien sûr Kuzanov. Kuzanov, je sais pas s'il a touché un ballon. Alors si, je crois qu'il en a touché un. Ouais, bon, allez, on va dire entrée correcte. Voilà. Alors dans la physionomie de jeu, il rentre à la place de Sotoka, ce qui veut dire qu'en fait il est rentré en centrale et c'est Danso qui est monté en milieu de terrain défensif. Ça donne une indication de ce qu'est capable de faire Will Steele dans un changement de tactique pour préserver un score. Pour moi, il fait rentrer si Kuzanov est là, il fait rentrer Sidi Bané. Il fait rentrer Sidi Bané en milieu de terrain défensif. Ou alors, il fait rentrer Sidi Bané ou Malangsar en défense centrale à gauche et il fait monter Medina en troisième milieu de terrain défensif. Donc, il passera en 4-3 en 4-3-3. Je pense, et ou en 3-5-2, mais du coup avec un système différent, parce que du coup il y aura plus de milieu de terrain défensif. Pour moi, il y aura plus de milieu de terrain offensif. C'est-à-dire qu'il joue toujours avec des pistons, mais il fait rentrer un défenseur central supplémentaire pour faire migrer un défenseur central en position de milieu de terrain défensif. Je vais y arriver, je dis n'importe quoi. Mais ma faute, c'est la fatigue. Mais ouais, donc du coup, le système passe en 5-3-2 au final. Voilà, il passe en 5-3-2 avec 3 milieux de terrain défensifs et puis un duo d'attaquants ou alors en 5-4-1 si on veut avec un milieu de terrain offensif et un seul attaquant. Voilà. Mais je pense que c'est une orientation, ça peut montrer ce que peut faire Will Steele dans la modification de son 11 de départ pour préserver un score. Voilà. Moi, je pense que c'est un faisceau d'indices. Le fait qu'il sorte Sotoka pour faire rentrer un défenseur central, ça veut dire qu'il promue un défenseur central du trio de base au milieu de terrain et que voilà, il est à 3 milieux de terrain défensifs au milieu de 2. Ça peut se faire. Ça peut se faire. J'espère que j'ai été clair parce que j'ai dit il n'y a plus de milieu de terrain. Il y a trop, mais je me suis un peu gouré. Mais c'est pas grave, je pense que vous avez compris. Sinon, vous me le direz dans les commentaires. Je vous le redirai. Hein. Oh, je refais pas la vidéo parce que j'ai fait une ristourne. C'est pas comme ça que ça se passe chez moi. Voilà. Alors, la note que j'ai mis à Will Steele, sincèrement, moi, je mets la note de 6, c'est correct. Même si le jeu proposé en deuxième mi-temps est extrêmement faible, moi, je trouve qu'il a été solide et qu'il n'a pas hésité à faire des coachings adaptatifs à suivre, mais moi, j'aime bien. Puis j'aime bien la réunion en fin de match avec tous les joueurs. Je l'ai trouvé assez réactif. Il n'a pas hésité à faire des changements assez tôt. Ce qu'on n'a pas vu chez Frank Hayes la saison dernière. Et il est assez, voilà, il est proactif et ça me plaît. En tout cas, c'est correct. Mais c'est vrai que moi, j'attends Will Steele avec son groupe au complet pour voir un petit peu comment il va mettre tout ça. Mais en tout cas, voilà, la volonté de Will Steele de garder le score était plutôt intéressante. Mais je trouve qu'à un moment donné, le jeu produit a un peu fait un plat et il a essayé d'infuser des trucs, mais je trouve que le banc est pas au niveau. Donc, du coup, il y a pas de plus-value, quoi. Donc, j'attends de voir la suite du mercato pour voir un peu comment ces changements vont avoir d'impact sur le match.
Bon, Angers, j'ai mis 4, hein, c'est insuffisant. Après, c'est un promu qui vient de monter en Ligue 1, donc on connaît les recettes de ce type de promu-là. Ils sont restés sur les recettes qu'on fait une montée en Ligue 1, c'est-à-dire du physique, de l'agressivité sur le porteur de balle et de la tentative d'attaque rapide. Sauf qu'il manquait beaucoup de technique, avec des joueurs quand même qui sont censés être les leaders techniques, qui sont plutôt en fin de carrière, Pierrick Capel, etc. Qui sont des joueurs qui ont bien pesé en Ligue 1, qui ont eu une carrière en Ligue 1 assez costaude, mais qui sont plutôt en fin de carrière et qui du coup peuvent un peu pêcher physiquement. Même si j'ai trouvé que Pierrick Capel a plutôt bien joué, mais ça c'était assez criant que techniquement ça manquait quand même de niveau, même si Sheriff est très bon. Il va faire une sacrée ça peut être une sacrée surprise là, Sheriff devant le 11, hein. Pas mal du tout. Puissant, technique, rapide, il n'hésite pas à prendre des initiatives pour un jeu de joueur. Je dirais pas son prénom parce que je vais l'écorcher, j'aime pas ça, mais j'ai déjà écorché le nom du joueur de Rennes, on va éviter d'en écorcher plusieurs, mais lui, ça peut être une bonne surprise pour Angers. Maintenant, va falloir que la mayonnaise prenne vite parce que la Ligue 1 à 18, c'est assez piégeux, hein. Faut pas trop perdre 2 points en route parce que c'est vite réglé, hein. Après, ça sécurise un peu les grosses équipes, et ça évite les accidents industriels, parce que les équipes qui montent et puis qui font un mois d'août, septembre, octobre un peu pourrave, ils sont presque condamnés, hein, Clément, parce que ça avance tellement vite de l'autre côté que c'est vite réglé, quoi. Donc, faut faire attention, mais le 11, ouais, il est pas mauvais. Il est pas mauvais du tout, ce joueur. S'il arrive à prendre confiance, il peut aider les Angevins à viser un maintien. En tout cas, voilà, c'était quand même assez insuffisant, hein. Il va falloir qu'ils montent plus les Angevins, surtout à domicile. Alors, le débrief du match, on a eu 25 premières minutes assez poussives malgré le but hors jeu. Je trouve que ça a été un peu compliqué de mettre en route. Il y a beaucoup de tension du début de saison. Et puis les mouvements ont commencé à se mettre en route et j'aime bien ce qui est proposé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est enlevé un peu les doigts du cul, on a arrêté un peu de stresser, la volonté de jouer vite, la volonté de jouer à une passe, la volonté de varier les attaques et pas d'être stéréotypé, ce qui nous a complètement foutu dedans l'année dernière. Là, on pouvait jouer au centre, sur les côtés, à droite, à gauche. Il veut du volume de jeu et de la variété, style, ça se sent. On le sent, il dit, hey, toi là-bas, machin, allez hop, vous y allez. On le voit bien dans sa gestuelle, il veut que ça parte un peu dans tous les sens, offensivement, pour dérouter l'adversaire. Et au bout de 25 minutes, on a commencé à le faire, et Angers, ils ont disparu. Et derrière, tu marques un joli but sur un joli mouvement, faut quand même le dire, avec une très belle finition de Wesley Saïd, et on finit la mi-temps plutôt bien. Et je trouve qu'on n'est jamais revenu du vestiaire. Et c'est une maladie, hein, de cette équipe depuis plus d'un an. Le retour de vestiaire est toujours compliqué. Je comprends pas. Et on a vécu une deuxième mi-temps très dure, où Angers nous a envoyé quand même pas mal de parpaings. Thomas Léonard a sorti le carton jaune assez tard dans le match. Thomas Léonard, j'ai mis la note de 5 à Thomas Léonard, parce que je trouve qu'il doit cartonner plus vite que ça. Moi, je trouve qu'à un moment donné, il peut perdre son match. C'est assez moyen, parce que je pense qu'il doit cartonner les Angevins plus rapidement pour essayer d'éviter que ça colle des boîtes à tout va. Les Angevins ont quand même été hyper agressifs. Après, c'est la caractéristique un peu des équipes de Ligue 2 qui montent, qui vont sur l'agressivité pour essayer de créer le manque de rapport technique avec l'adversaire de Ligue 1, mais j'ai trouvé que là-dessus, Léonard, il a quand même eu de la chance qu'il n'y ait pas une grosse boîte. Voilà. Après, l'arbitrage n'était pas catastrophique, mais ça aurait pu être un peu mieux. Je pense qu'il aurait pu perdre son match si ça va. Les Lensois étaient pas trop, mais ça a énervé sur les bancs. Il y avait quand même un peu de tension. Bon, il a pas mis de carton jaune, je crois, dans les staffs, mais c'était assez chaud. Et je pense que s'il avait un peu plus cartonné les Angevins, il y aurait peut-être eu moins de tension. Voilà, moi c'est mon avis. Mais voilà. Et cette deuxième mi-temps a été dure. Maintenant, le problème, c'est que t'as pas de matière sur le banc, que du coup, tu peux pas trop faire des changements qui apportent une plus-value, à part Andy Diouf qui a redynamisé. Diouf est rentré en même temps que Rémi Labo-Lascari. Rémi Labo-Lascari, comme je l'ai dit, il a fait une entrée assez moyenne. Andy Diouf a fait une bonne entrée. Et puis derrière, le problème, c'est que Wesley Saïd a disparu, que Sotoka a pour faire un match mirobolant, et que tu pèses plus, et à un moment, quand tu pèses plus, tu te rends vulnérable à l'adversaire.
c'est là où aussi on a été solide et que un mec comme Danso nous a quand même bien sauvé la mise. J'espère que Kuzanov sera aussi performant. Et voilà, alors après les derniers changements, c'était des changements défensifs. Mais en tout cas, voilà, on a su conserver le score, faire un premier clean sheet. On n'en a pas fait beaucoup dans les matchs d'ouverture, je crois que ça a plus de 20 ans. Mais en tout cas, voilà, on démarre la saison par une victoire. Il n'y a pas de scénario à la brestoise, mais en tout cas, voilà, ces 3 points, on les a, ça nous permet de nous lancer. On reçoit Brest, qui a pris une déculottée chez eux face à Marseille, je crois. Hein. Ah non, ils ont pris une déculottée chez eux face à Marseille. Ouais. Donc là, ils se déplacent chez nous. Je pense quand même que voilà, il va falloir se méfier des Brestois. Ça, c'est bien sûr dans la projection. On sera toujours en rodage, l'équipe sera différente. Il y aura le match face au Pana qui est ultra important pour la saison. Moi, je pense qu'il va falloir que Will Steele joue avec tout ça. Alors, est-ce qu'il a peaufiné la prépa de Enzola et compagnie pour qu'il soit présent face au Pana et puis qu'il rejoue avec le 11 type de Angers face à Brest en ayant des gars qui ont joué face au Pana. Alors après, il n'y aura pas de tir au but ni de prolongation. C'est un match simple. Le match aller. Donc les mecs ils pourront gérer le temps de jeu par rapport au Pana. En tout cas, voilà, moi je pense que face à Brest, ça va pas être une bonne paire de manches facile, parce que Brest a quand même montré pas mal de choses, même si défensivement c'était un peu les boulevards, c'était boulevards déserts. Mais attention, parce que je pense qu'ils vont resserrer un peu les mailles, et ça reste une équipe compétitive qui a quand même bousculé un peu Marseille par séquence. Et Marseille, c'est quand même assez costaud, même s'ils ont recruté une saloperie de Témor, qui marque un doublé. D'ailleurs, Wai a marqué sur penalty, mais voilà, c'est assez costaud. Alors bien sûr, dans les faits de cette journée, il y a Rennes qui a claqué Lyon. Moi, je trouve que Rennes, ça va être intéressant à voir avec Massara au recrutement. Moi, je trouve que c'est vachement cohérent. Après, il y a beaucoup de critiques, je trouve. Envers le coach René, qui est parti à Strasbourg et que ça n'a pas marché. Merde. C'est Julien. Oh la vache. Putain. Oh le trou de mémoire. Julien. Oh la vache. Eh ben je ne le retrouverai pas. Ben, il fallait qu'il y ait un trou dans la vidéo. Bref, le coach actuel de Rennes, qui était à Strasbourg, qui a pas fonctionné et qui est revenu à Rennes. Bon, il fait quand il arrive après Genesio, il fait pas non plus des trucs miraculeux, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage de ce gars-là et que c'est chez lui Rennes et ça sent. C'était un des derniers matchs de Bourigeaud qui a encore fait un super match. Mais je trouve que dans le recrutement, l'équipe de base est déjà bonne. Je trouve que Glenn Kamara, c'est très intéressant. Meister qui est rentré, c'est pas mauvais. Le milieu de terrain nordique, très intéressant. J'en ai parlé là. Rennes a fait bonne impression. Monaco, bon, ils ont fait le minimum, mais ça va vite être en rodage. Et puis ils vont encore recruter. Bon, Paris, ils ont fait du Paris, hein, mais surtout Barcola qui fait encore une entrée, lui il va vite faire oublier Mbappé, hein, putain le but qu'il met. Mais voilà, la plupart des gros sont là. Pour moi les gros c'est Paris, Marseille, Monaco, Rennes, Lille bien sûr évidemment, et puis du coup il y a eu des perdants dans ces confrontations là, c'est l'OL et Brest. Nous bon on est là, hein, on s'en fout, hein, c'est pas notre championnat, nous notre championnat c'est entre la 5e et la 8e place. Mais en tout cas, on démarre avec une victoire, c'est déjà ça. Quand on voit Nice qui a balbutié son football, on se dit quand même qu'il faut faire attention à son premier démarrage. Après, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais Bollard, c'est quand même la terre du foot. Et quand tu quittes Bollard, des fois, faut pas toujours t'attendre à mieux, quoi. mais c'est vrai que démarrer un championnat, c'est pas toujours évident. En tout cas, voilà, pour cette première vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Normalement, j'ai fait le tour. Des fois, j'en oublie un joueur. Ça peut arriver dans la foulée. Mais je pense que je dois être bon. Et voilà, j'espère que ce débrief va vous plaire. Sur ce, je vous dis ciao les amis. À très bientôt. Prochaine vidéo, ça sera sûrement vendredi ou samedi. Et puis après, ça sera le
le match face à Brest, ça sera dimanche de toute façon. Vidéo, pareil, ça sera le lundi, le lendemain, etc. Voilà. C'est un peu ça, à peu près. Ça sera à peu près ça le chrono. Comme c'est pas la Ligue des Champions, les matchs c'est le jeudi, donc vous aurez un débrief le vendredi ou le samedi matin avant l'autre match. Mais je pense que quand on joue le jeudi, on va jouer tout le temps le dimanche, donc vous aurez le débrief le samedi, la veille de match, et puis si on joue les dimanches, vous aurez le débrief lundi ou mardi. Quand le match sera vendredi ou samedi, le débrief, ça sera dimanche ou lundi. Voilà. Salut les amis, à très bientôt.